Bonjour Hervé Carès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente rapidement, vous avez une longue carrière militaire derrière vous, entre l'état-major de l'armée de terre, mais aussi la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous êtes sorti colonel pour ensuite reprendre une vie dans le civil. Vous avez fondé un cabinet de conseil en communication et en gestion de crise. Alors Hervé Carès, pour commencer, est-ce que vous pourriez tout simplement m'expliquer comment vous êtes arrivé à vous intéresser de si près à ce conflit en Ukraine? Bien, comme vous l'avez dit, j'ai une activité de gestion et communication de crise depuis que j'ai quitté la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 2018. Et début mars, j'ai un ami qui m'a téléphoné et qui travaillait comme conseiller en sécurité civile pour un petit pays d'Amérique du Sud, que je ne mentionnerai pas. Et à ce moment-là, il y avait une problématique qui a été assez peu citée par les médias d'étudiants étrangers coincés par le conflit. Et il m'a demandé de l'aider à monter une structure de gestion de crise pour participer à l'extraction de ces étudiants vers leur pays d'origine. Donc on a monté cette structure à partir sur on va dire une organisation classique en gestion de crise, avec une cellule de crise haute et une cellule de crise basse, en liaison avec des responsables opérationnels qui regroupaient ou qui étaient en contact avec les étudiants sur zone. On a mis en place des liaisons très simples à partir de WhatsApp. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que Internet passait toujours. Et ensuite, mon deuxième étonnement, ça a été de voir que le réseau ferré ukrainien fonctionnait, ce qui a permis d'ailleurs d'évacuer quand même assez facilement la plupart des étudiants. D'autres, bien sûr, sont passés par la route. Et donc, pendant environ un mois, nous avons fait vivre cette structure de gestion de crise en faisant des points de situation quotidiens. Et lorsqu'il y avait ces points de situation quotidiens, avant, je suivais les opérations tout simplement par l'OSINT, avec des cartes interactives qui étaient mises à jour. Et puis également, je traduisais les points de situation des états-majors ukrainiens et russes, grâce aux outils qui sont en libre accès sur Internet. Je faisais une synthèse, et à partir de là, on leur disait, bon là, en ce moment, il faut que vous restiez sur place, que vous soyez dans un endroit protégé avec de la nourriture, et bien sûr de l'eau. Et ensuite, dès que les affaires se calmaient, on leur disait, vous pouvez passer par tel et tel itinéraire. La difficulté, ça a été bien sûr pour les étudiants qui étaient à l'est du Dniepr, notamment ceux qui étaient sur Kharkov et sur Soumy, puisqu'il y a eu beaucoup de combats à ce moment-là. Et le dernier couple d'étudiants a été exfiltré courant mars, fin mars, on va dire, et ils sont repartis dans leur pays. Donc à peu près un mois après le début voilà. de la guerre. Donc vraiment, l'étonnement, c'était de voir que Internet fonctionnait, puisque de toute façon, WhatsApp n'aurait pas pu passer. C'était avant, bien sûr, que Elon Musk se soit... Oui, j'allais dire, c'est grâce à Starlink, mais c'était avant. C'était avant. Et ensuite, bien sûr, que le réseau ferré ukrainien fonctionnait. Alors le réseau ferré ukrainien, c'est un réseau qui est assez dense, hein, c'est un très très bon réseau ferré. Donc voilà, ça a été comme ça que je suis rentré sur le plan opérationnel, en distanciel, dans le conflit ukrainien pour appuyer un petit État du sud de l'Amérique. Alors aujourd'hui, on est presque plus de 18 mois après le début de cette opération militaire spéciale, comme dit Vladimir Poutine. Je pense qu'on peut commencer cette émission en faisant un point très clair sur la situation militaire en Ukraine aujourd'hui. Où en sont les forces de part et d'autre ? Je pense que d'abord, il faut raisonner sur un plan stratégique, en termes de centre de gravité. Globalement, j'ai travaillé d'ailleurs là-dessus avec Régis de Castelnau lors de notre dernière émission sur YouTube. C'est important de partir des notions de centre de gravité de chaque belligérant, c'est-à-dire les centres de pouvoir et de puissance, puisqu'ils vont chercher à les attaquer mutuellement, mais également à les défendre quand c'est leur centre de gravité. Et je pense qu'il y a deux centres de gravité qui en ce moment sont assez prégnants dans le conflit. C'est un, la ressource humaine mobilisable et mobilisée des Ukrainiens, et deux, le front maritime et surtout la péninsule de Crimée pour les Russes. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment les deux centres de gravité qui, en ce moment, à mon avis, sont attaqués de part et d'autre. Alors, pour en revenir... Quand vous dites centre de gravité, c'est potentiel point de bascule, en fait. Oui, exactement. Tout à fait. C'est ce qui peut faire basculer... Alors, pas basculer totalement, mais fragiliser la... C'est là où l'ennemi sait qu'il faut appuyer pour faire mal. Oui, alors, on va en revenir. C'est très intéressant ce que vous dites, puisque en attaquant la Crimée, les Ukrainiens peuvent agir sur un des centres de gravité russes, donc la péninsule de Crimée et leur capacité à agir en mer Noire, sans mobiliser leur centre de gravité à eux, qui est très fragilisé par les Russes depuis la guerre d'attrition, qui est leur ressource humaine
mobilisés et mobilisables. Car malheureusement, même si on ne va pas, discuter sur les chiffres, les pertes ukrainiennes sont certainement très très importantes depuis le début du conflit. Et se sont accentuées avec l'offensive dans la trouée de Zaporijia. Alors pour en revenir au front... Qui est très récente, hein. Enfin, la trouée, la percée vers Zaporijia, c'est assez récent. Quand je parle de la trouée, c'est la notion de trouée, parce que c'est une zone où les troupes peuvent manœuvrer. Hein. D'accord. Pour en venir au front, le front actuellement, le front terrestre, on peut considérer qu'il est figé. Même si au nord, le long de la frontière russe, il y a des bombardements sporadiques de la part des Ukrainiens. Mais c'est pas pourquoi ils font des bombardements sporadiques, c'est pour attaquer un des centres de gravité russes, qui est le soutien de la population. Et le soutien de la population, il est important pour Vladimir Poutine, parce que derrière, bien sûr, il y a l'assentiment sociétal à la guerre. Et aussi, bien sûr, éviter d'avoir une déconnexion entre l'économie de guerre et l'économie classique, réelle, qui permet à la population de vivre. Mais ça, si je peux me permettre, est-ce que c'est une très bonne stratégie? Parce que, est-ce qu'en allant, je pense notamment aux incursions à Belgorod, etc., est-ce que la population russe, peut-être, certes, a eu peur, mais pour autant, est-ce que ça la met en opposition avec les décisions de Vladimir Poutine d'agir en Ukraine? En fait, sur le plan stratégique, on revient à la réflexion que j'avais en amont, vous avez différents centres de gravité. Donc, un des centres de gravité russes, c'est justement le soutien de la population. Donc, les Ukrainiens vont mettre en place une planification sur différentes lignes d'opération, qui va permettre d'attaquer ce centre de gravité de manière à le fragiliser. En fait, bien sûr, il y a un aspect communication derrière, mais vraiment, c'est chercher à découpler les dirigeants russes de leur population. Mais justement, ma question, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que, typiquement, ces incursions à Belgorod ont fait baisser le soutien à Vladimir Poutine en Russie? C'est très peu probable, non? Non, je pense qu'en fait, on est face à une population russe qui est très patriote, avec des franges nationalistes. Je pense que là, sont des actions qui ne vont pas être opérantes. Mais c'est un centre de gravité qu'ils ont identifié. Ensuite, lorsqu'on descend un peu plus au sud, on va arriver sur la zone de Kupiansk. Et là, il y a une offensive russe qui a cours depuis environ un mois. Ils sont arrivés vers la zone de Kupiansk, presque à portée de la rivière Oskol, avec des troupes ukrainiennes qui sont encore à l'est de la rivière Oskol. Les Russes, depuis environ une semaine, sont en pause opérationnelle. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de se réarticuler. Et cette semaine, ils ont bombardé les ponts de la rivière Oskol. Et il ne reste plus qu'un seul qui est viable pour des moyens lourds ukrainiens. Cela veut dire qu'ils sont en train de modeler le front de manière à faire une nouvelle poussée. Donc, c'est vraiment un point critique pour les Ukrainiens. Et c'est un point qui est très très peu abordé dans les médias, puisqu'évidemment, c'est, on va dire, problématique d'en parler. Ensuite, lorsqu'on descend toujours vers le sud, on va arriver à l'ex-ville de Bakhmout, maintenant rebaptisée Artemovsk par les Russes. Et là, au sud de Bakhmout, il y a une poussée ukrainienne, une volonté de pousser au sud, mais qui est arrêtée par les Russes avec leur mode opératoire défensif qui est le leur depuis quasiment la phase d'attrition dans laquelle ils sont rentrés. La phase d'attrition, on peut considérer qu'ils sont rentrés en stratégie d'attrition après le passage rétrograde du Dniepr en novembre 2022. Et donc là, ils reculent. En fait, les Russes ne tiennent pas de manière très ferme les positions. Très rapidement, dès qu'il y a une pression des Ukrainiens, ils reculent. Ensuite, comme ils ont la supériorité des feux en artillerie, voire même la supériorité des appuis air-sol, avec l'aviation et les hélicoptères, mais surtout en artillerie, ils bombardent la position qui a été occupée par les Ukrainiens et ensuite ils font une contre-attaque. Ça fait penser un peu à la pêche. On ferre le poisson et puis après on le laisse se fatiguer un peu. Oui, non, mais c'est une stratégie d'usure en fait. On est sur ce qu'on appelle une défense élastique. Donc les Ukrainiens ont du mal à passer, notamment il y a une voie ferrée qui sépare les deux belligérants. Ensuite, lorsqu'on descend encore plus au sud, on va arriver sur la ville de Donetsk, qui est une ville emblématique du combat de cette guerre qui au départ est une guerre civile, depuis 2014. Et là, il y a deux villes au nord et au sud, sur lesquelles deux villes qui sont presque des banlieues de Donetsk, sur lesquelles les Ukrainiens sont présents.
Et les Russes cherchent à y pénétrer parce que c'est à partir de ces villes-là que les positions d'artillerie ukrainiennes bombardent la ville de Donetsk. Ensuite, on va arriver dans la trouée de Zaporijia. Ce que j'appelle la trouée de Zaporijia, c'est vraiment cet espace de champs. Hein. C'est pas un bocage normand. Je pense que quand on regarde les images, ça fait plutôt penser à la Bosse. Hein. Donc c'est un terrain qui est assez dénudé. Là où justement les Ukrainiens ont mis le cœur de leur offensive. En fait, les deux axes d'offensive ukrainiens, c'est Bakhmout globalement, hein, surtout au sud, et puis cette zone de Zaporijia, hein, très schématiquement, et l'enclave, le saillant de Rabotiné, où ils ont pris des mètres carrés, des kilomètres carrés aux Russes, enfin aux positions russes. Mais si je vous suis, on a le sentiment que l'effort des Ukrainiens est aujourd'hui concentré essentiellement sur des zones planes, assez désertiques. Sauf sur Bakhmout. Mais... Bakhmout est quand même considérablement détruite. Oui, en fait, je parle du sud de Bakhmout. En fait, les Russes, il y a différents niveaux d'opération. Il y a un niveau stratégique, il y a un niveau opératif, il y a un niveau tactique. Sur le plan tactique, qui tient les hauts, tient les bas. Les Russes ayant la supériorité d'artillerie, en fait, quand ils se retirent, ils prennent toujours... ils font tout pour rester sur les positions hautes, hein, qui leur permettent d'observer et d'utiliser l'artillerie. C'est ce qu'ils font au sud de Bakhmout. Et c'est ce qu'ils font également sur cette zone de Rabotiné, où avec beaucoup de mal, les Ukrainiens ont réussi à avancer, avec beaucoup de pertes, avec différents types de tactiques et de modes opératoires. D'abord une attaque en force et maintenant une attaque en souplesse avec l'infanterie en laissant derrière les véhicules blindés. Mais on est sur ce... Alors certains disent que c'est un sac à feu, oui, d'une certaine manière, c'est ça, puisque les Russes tiennent les hauteurs. Ensuite, on va descendre, on va arriver sur l'ex-réservoir qui alimentait le barrage qui a été détruit en juin et qui permettait de refroidir la centrale nucléaire d'Energodar. Ce site maintenant est quasiment asséché. Bon, c'est comme un petit peu un marais. Donc ça pourrait créer des opportunités de franchissement plus faciles pour les Ukrainiens, notamment vers la centrale d'Energodar, qui reste quand même un objectif stratégique pour les deux belligérants. Lorsqu'on descend après vers le Dniepr et vers Kherson, comme le cours du Dniepr, c'est tout le paradoxe de cette destruction, hein, comme le cours du Dniepr a été stabilisé, puisque les Russes, lorsqu'ils détenaient le barrage, ils auraient pu ouvrir et fermer à discrétion les vannes et peut-être balayer... Je crois d'ailleurs que les Ukrainiens avaient laissé entendre qu'ils voulaient le faire, que les Russes voulaient le faire. Oui, et balayer une tentative de franchissement des Ukrainiens, par exemple, sur la zone de Kherson. Lorsqu'on arrive sur la zone de Kherson, actuellement, il y a des concentrations de troupes sur la rive ouest donc ukrainienne de Kherson, et les Russes sont en train, bien sûr, de les frapper avec de l'artillerie et puis leur aviation. Peut-être qu'il peut y avoir une tentative de franchissement des Ukrainiens sur cette zone-là. Bon, ils cherchent souvent à prendre pied sur les îles qui sont notamment à l'estuaire. Mais ça sera quand même une entreprise difficile et dangereuse, hein, étant donné la différence d'appui-feu entre les deux armées. Et ensuite, on arrive sur le théâtre maritime. Hein, sur la mer Noire et la Crimée. Oui. Voilà, la mer Noire et la Crimée. Et là, on a une stratégie ukrainienne qui est opérante, hein, puisque en utilisant les drones navals et puis en utilisant les drones aériens et puis les missiles qui ont été fournis par les alliés otaniens, comme les Scalp et puis les Storm Shadow, mais également des missiles comme les Neptune ukrainiens qui ont une capacité, lorsqu'ils sont modifiés, à frapper à la terre. Ils mettent la pression sur la péninsule ukrainienne et sur la flotte de la mer Noire depuis environ un mois. Et donc, je trouve que sur le plan stratégique, c'est assez habile, parce qu'ils ne mettent pas en jeu leur centre de gravité qui est très amenuisé, c'est-à-dire leurs ressources humaines. Puis derrière, il y a la volonté de combattre quand même de la population ukrainienne, puisque les pertes sont quand même importantes. Et ils arrivent à avoir un effet stratégique qui est handicapant quand même pour les Russes. Hein. Les Russes ont toujours la capacité à maîtriser la mer Noire, mais ils sont gênés. Si vous voulez, la tactique, la stratégie des Ukrainiens, avec leurs drones navals qui ont des portées qui sont assez importantes, qui vont même jusqu'à 800 km, c'est quasiment la tactique des U-boats allemands. C'est qu'en fait, ils n'ont pas de flotte de surface, mais ils arrivent à interdire par moment tout simplement l'accès à certaines zones de la mer Noire
aux Russes, à la flotte russe. Et parallèlement, bien sûr, ils font quelques actions commando. Mais tout ça, c'est une stratégie globale, en fait. Notamment des actions qui consistent à aller se rendre en Crimée, exactement, à planter un drapeau. Voilà. Oui, alors ça, c'est l'aspect communication pour le moral des Ukrainiens. Donc le centre de gravité des Ukrainiens, la volonté de combattre, c'est important quand même pour eux. Bien sûr. Parce qu'ils ont des centres de gravité aussi à défendre. Et bon, le soutien de la population, c'est quand même un élément fondamental. Surtout que l'Ukraine est en situation de guerre totale, contrairement à la Russie qui est bien sûr en guerre, mais qui n'a pas, les gens en Russie n'ont pas le sentiment d'être en situation de guerre. On pourrait même considérer que la Russie fait, entre guillemets, la guerre à l'économie par rapport aux parts de PIB qu'elle engage dans cette guerre. 3% cette année, peut-être 6% l'an prochain. Mais il y a encore l'économie russe qui fonctionne, l'économie générale qui fonctionne, et il y a un complexe militaro-industriel qui est certes mobilisé, mais qui n'est pas aussi mobilisé qu'il pourrait l'être s'ils étaient en situation de guerre totale. Et alors justement sur le soutien de la population, j'aimerais qu'on revienne sur la question ukrainienne, parce que là aujourd'hui on est en train de discuter comme si tout l'est de l'Ukraine était russe. Or ce n'est pas officiellement le cas, et cette population, elle n'est clairement pas en soutien de Volodymyr Zelensky, à plus forte raison quand on apprend que finalement les missiles sont tombés sur une foire dans l'est, c'est un missile ukrainien. En fait, la problématique de ce pays, au départ, c'est qu'il y a une situation, il y a des tensions entre différentes populations qui ont été exacerbées au plan politique en interne. Et donc, en externe. Oui, après en externe, mais ça parce qu'il y a des jeux de grande puissance, en fait. On ne peut pas concevoir ce conflit sans comprendre qu'il y a un affrontement entre les États-Unis et la Russie sur ce territoire. Sur le plan géopolitique, les États-Unis, ils ont produit énormément d'études, d'éléments de doctrine expliquant justement leur mode opératoire pour endiguer la Russie, pour éviter que la Russie redevienne une grande puissance. Je vous propose à ce sujet d'écouter Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui va exactement dans votre sens. Фактически воюют против нас руками и телами украинцев. Я думаю, ну, все присутствующие здесь, кто хоть маломальски интересуется огромным потоком информации, который идет, и аналитических материалов, который идет в связи с украинской ситуацией, ну, прекрасно знают, что воюют и американцы, и англичане, и многие другие. Воюют путем, во-первых, предоставления все большего и большего оружия. Так что, ну, это можно это называть как угодно, но они воюют с нами, прямо воюют с нами. Мы называем это гибридной войной, но от этого дело не меняется. Alors ça aussi, cet élément, c'est fédérateur pour le peuple russe. Expliquer que l'ennemi désigné... En termes de propagande ou de communication au sein de l'État russe, ça porte. Puisque paradoxalement, on est sur un territoire où il y a énormément de familles qui sont séparées entre les deux pays. Donc, pour en revenir à ce que je disais, il y a cette guerre civile, ce contexte de guerre civile, et qui devient en fait manipulé par des intérêts de grande puissance. Même s'il y a la volonté affichée côté russe de défendre les populations russes et russophones, on est sur un affrontement de grande puissance. De grande puissance avec une puissance qui a le leadership mondial, les États-Unis. Et c'est une vieille doctrine, c'est la doctrine des néoconservateurs depuis les années 70, avec Brzezinski, tous ceux qui ont suivi derrière. Les productions de la Rand Corporation sur l'endiguement de la Russie sont accessibles sur Internet. Et n'importe qui lit l'anglais peut les lire. D'ailleurs, certaines sont même traduites. Donc, c'est une géopolitique. Et la géopolitique russe, c'est redevenir une grande puissance mondiale et également éviter que des pays qui étaient dans l'étranger proche de la Russie deviennent des partenaires de l'OTAN. Et donc des menaces potentielles. Potentielles. Donc c'est ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie. Et puis c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc on est vraiment sur cet affrontement de deux grandes puissances nucléaires quand même, ce qui reste quand même problématique, même si les canaux de communication sur ce plan-là, sur le plan de la liaison entre deux puissances nucléaires sont toujours ouverts. Ça reste quand même problématique.
Si on continue, j'allais dire, l'inspection des troupes, on n'a pas parlé de Wagner, qui ne fait plus tellement parler ces dernières semaines depuis l'accident d'avion, je mets des guillemets évidemment, de Prigojine. Qu'en est-il des troupes Wagner? Est-ce qu'elles ont encore un rôle? Et si oui, lequel? Oui, je vais faire un petit peu d'histoire contemporaine ou récente, parce que c'est lié à la stratégie des Russes. Lorsque les Russes font leur franchissement rétrograde du Dniepr en novembre 2022, qui est une manœuvre très très complexe sur le plan opératif, il y a peu d'armées, je pense qu'il y a peu d'armées qui sont capables de faire ce franchissement rétrograde comme ça, le réussir surtout avec la pression d'un ennemi quand même qui est assez qui est combatif, parce que les Ukrainiens sont combatifs. Donc ils réussissent ce franchissement rétrograde, et à ce moment-là, ils ont toujours cette épée de Damoclès qui est un peu le péché originel de l'opération militaire spéciale, c'est qu'ils ont très très peu d'effectifs. Ils ont entre 120 000 et 150 000 hommes. En septembre 2022... C'est un choix, j'imagine. C'est un choix de départ, parce que la stratégie de départ était, on va dire, optimiste, au moins au nord. Et ils viennent de subir une offensive ukrainienne dans la région de Kharkov. Et ils ont été obligés de reculer, se sont rétablis sur une coupure, et puis ils ont utilisé encore une fois leur artillerie, parce que dans cette région-là, comme ils n'avaient pas assez d'effectifs, en fait, c'était presque un espace lacunaire. Et donc les Ukrainiens, en fait, avec une tactique qui se rapproche de celle qu'utilisent les Occidentaux avec des forces spéciales et des véhicules très légers, ils se sont infiltrés dans cet espace lacunaire, ils ont bousculé, et eux ont préféré se retirer très rapidement, une forme de débâcle réussie, pour se rétablir après sur une coupure. Mais ça a été vraiment un petit peu le coup de massue. Et je pense que les militaires avaient dû alerter les dirigeants politiques de la Russie bien avant. Mais là, évidemment, il fallait faire quelque chose. Donc ils se sont lancés dans la mobilisation partielle, avec le rappel des réservistes et ensuite d'autres mobilisables, pour monter en effectif. Mais après avoir franchi la coupure du Dniepr, ils avaient un souci qui était énorme, en fait. C'était que cette trouée de Zaporijjia, c'est vraiment un couloir, en fait. Pour faire une percée blindée, c'est vraiment un couloir. Et c'était une trouée qui n'était pas fortifiée. Donc il fallait absolument fixer les Ukrainiens sur une zone où ils allaient engager des effectifs, parce que pour eux, cette zone, ça restait une zone stratégique, parce que ça participait à la défense du Donbass et au système fortifié de défense du Donbass côté ukrainien, et qui repose sur des villes, en fait, des villes industrielles, avec des bâtiments en béton, ainsi de suite. Et là, c'est là où ils ont utilisé et monté en puissance le groupe Wagner pour en faire une formation d'assaut pour attaquer justement Bakhmout et forcer les Ukrainiens à engager des troupes qui auraient pu menacer la trouée de Zaporijjia. Et pendant que les Ukrainiens se battaient sur Bakhmout et que les Russes aussi se battaient, mais en engageant une troupe dont les pertes ont moins d'effet sociétal qu'une troupe classique. Parce que, ce sont des volontaires, que ce soit des volontaires, des ex-militaires ou d'anciens détenus. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Les techniques qui ont été utilisées par Wagner en combat urbain, d'ailleurs ça a été souligné par un officier d'infanterie ukrainien, ce sont des techniques sophistiquées. On est loin des vagues d'assaut de Moudjik Kaviné. C'était de la chair à canon totalement démunie, etc. C'était des petits groupes d'assaut de 3 ou 4 avec des éléments d'appui, des éléments également pour extraire les blessés, avec des secouristes. C'était très sophistiqué avec des combinaisons d'utilisation des drones, d'appui direct, d'appui indirect. D'ailleurs, ils avaient très peu d'effectifs lorsqu'ils ont fait ce combat urbain, Wagner. Tout comme lorsque les Russes ont attaqué Mariupol, je parle de la ville de Mariupol, ils l'ont fait avec très peu d'effectifs. Comparativement aux Américains, lorsqu'ils ont fait la bataille de Fallujah en 2004, eh bien là, les effectifs étaient énormes par rapport au nombre de combattants à l'intérieur. Là, on est quasiment sur du 1 pour 1. En termes de technique de combat urbain, c'est presque novateur, en fait. Donc, en tous les cas, même s'ils ont eu des pertes, c'est des pertes qui sont moins sensibles que les soldats russes. Et les unités de soldats russes classiques étaient autour, ou en appui, ou... un peu épargné, on va dire. Oui, voilà. Donc, ils ont fait cette mission, et c'est un leurre stratégique. Parce que pendant ce temps-là, eux, ils ont commencé à mettre en place leur ligne de défense
sur la trouée de Zaporijia, cette ligne de défense dont tout le monde parle, hein, qui est l'équivalent de ce que les Allemands ont pu trouver sur Koursk, mais encore avec des moyens différents, et puis surtout la technologie que l'on a maintenant avec les drones, toutes ces choses-là. C'est la ligne de défense sur Ovikin, hein, oui, sur Ovikin, sur quasiment 30 km. Et pendant ce temps-là, ils l'ont mise en place. Hein, ils ont continué à la parfaire, à la finaliser, et c'est un leurre stratégique, ça. Donc, ils avaient un souci stratégique, c'est éventuellement que les Ukrainiens poussent sur Zaporijia, parce que c'est vraiment un terrain ouvert, hein, et là, c'est vraiment la percée stratégique en pouvant couper en deux le dispositif russe. Et là, les Ukrainiens, pour plein de raisons, hein, des raisons stratégiques aussi, des raisons de symboles, bon, bref, on ne va pas revenir dessus. Ils se sont accrochés là-dessus. Il y a quasiment 12 brigades hein, qui ont tourné chez les Ukrainiens là-dessus, quasiment presque 100 000 hommes qui ont tourné pendant toute la bataille de Bakhmout. Donc c'est vraiment, sur le plan stratégique, un leurre qui a très très bien fonctionné. Et c'est pour ça que les alliés occidentaux... Pour les Russes, donc. Pour les Russes, bien sûr. Bien sûr. Pour ça que les alliés occidentaux, souvent, disaient aux Ukrainiens, mais arrêtez d'engager les troupes, restez à l'extérieur, empêchez-les de passer, mais retirez-vous de Bakhmout. On avait vu à ce moment-là cette tension entre l'appareil otanien et Volodymyr Zelensky, qui réclamait toujours plus d'armes pour la bataille de Bakhmout. Et on voyait bien que, contre-offensive à l'esprit déjà des otaniens, il fallait mieux distiller les appuis armés. Mais il est fort possible qu'il y ait aussi des dissensions. Alors, j'en sais rien, mais je suppose qu'il y a eu des dissensions entre l'appareil politique ukrainien et même l'état-major ukrainien. Puisque, bon... qui ne poursuit pas forcément les mêmes objectifs, d'ailleurs. Non, et puis ils ont une vision technique, en fait, de professionnels, donc c'est différent. Mais c'est le politique qui va définir l'état final recherché en stratégie. Pour l'état final recherché des Ukrainiens, c'est... reconquérir toutes les zones qui ont été envahies par les Russes, dont le Donbass dont on parlait tout à l'heure, et retrouver les frontières de 91. Ce qui est un objectif très très ambitieux en l'état. Et celui des Russes, c'est à minima conquérir les 4 oblasts qu'ils ont annexés. Conserver la Crimée, ça va sans dire. Bien sûr, et conserver la Crimée. Et donc là, c'est très clair hein, pour les belligérants directs. Et si on prend les belligérants indirects, les États-Unis, l'objectif, c'est... affaiblir la Russie. Et l'objectif des Russes, c'est affaiblir le leadership américain. Vous voyez, on est sur ces notions de centre de gravité. Après, eh bien, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau opératif ou au niveau stratégique, ils vont découper le centre de gravité en plusieurs sous-objectifs et vont chercher à les attaquer de manière à fragiliser les centres de gravité de chaque belligérant, direct ou indirect. On a fait tout le tour de l'Ukraine, on a parlé de la Crimée, on a parlé du pourtour de la mer Noire. On n'a pas parlé de la ville d'Odessa qui avait connu quelques remous au moment de l'été. Est-ce que c'est un enjeu pour les Russes? Parce qu'évidemment, on sait que non loin de là, il y a la Transnistrie, ça pourrait bloquer complètement la mer Noire. Alors, bon, en Transnistrie, les Russes ont une troupe d'interposition, un peu comme celle qu'ils avaient au Karabakh, à environ 1500 hommes. Il y a une petite zone, encore une république autoproclamée russophone. Mais on pourrait faire le lien avec Odessa, auquel cas fermer totalement l'accès. Oui, alors là c'est très ambitieux quand même pour les Russes. Là, bon, même si les Russes, on ne connaît pas trop l'état de leurs réserves. Hein, et il est fort probable qu'en arrière du front, ils aient des réserves opératives aussi bien au sud qu'au nord. Hein, en mesure peut-être de percer au nord, hein, enfin d'attaquer au nord. Et peut-être de contre-attaquer au sud s'ils voient que les forces ukrainiennes commencent vraiment à être amenuisées. Donc il y a toujours cet inconnu avec les Russes, parce que les Ukrainiens communiquent beaucoup, sont dans l'hypercommunication. Toutes les brigades ukrainiennes ont par exemple un site Facebook, ainsi de suite. Alors que chez les Russes, comme d'habitude, c'est l'omerta. Donc on n'en sait rien. Hein. Donc Odessa, originellement, c'est une ville qui est plutôt russophone, voire russophile. D'ailleurs, les gens parlent russe. Hein, et l'affaire de la maison des syndicats n'a pas arrangé les choses pour les Ukrainiens? Oui, alors, il y a l'affaire de mai 2014 des 48 carbonisés dans la maison des syndicats, une affaire qui a accentué justement ce clivage entre une partie des russophones et de ceux qui étaient favorables au gouvernement qui s'est mis en place à l'issue de Maïdan. Alors Odessa, maintenant, ça devient un enjeu stratégique pour les Russes parce que la plupart des attaques sur la Crimée partent d'Odessa. Donc
quid de la suite du conflit, hein. C'est difficile, en fait, en l'état, de voir comment le conflit peut basculer. Sur le plan terrestre, il va y avoir l'automne, donc avec la période des pluies et puis la boue qui va gêner les déplacements. Ensuite, il va y avoir l'hiver, peut-être un hiver rude, plus rude que celui de l'an dernier. On verra. Ce qui est plutôt mieux, hein, d'ailleurs, hein, sauf erreur de ma part. Vaut mieux que ça soit gelé plutôt que ça soit de la boue. C'est mieux pour celui qui attaque. D'accord. C'est mieux, oui, parce que globalement, les mouvements sont facilités. Mais le défenseur aussi, il est avantagé, parce qu'il n'y a plus toutes les frondaisons qui permettent de se camoufler, hein. Parce que la plupart des Ukrainiens, comme ils infiltrent des groupes d'infanterie sur la zone de Zaporijia, ils utilisent les bocages, ces formes de bocage ou ces petites haies pour s'infiltrer. Et c'est là, en général, où se trouvent également les positions russes, en fait, les positions de tranchées. Donc ça devient un objectif stratégique. C'est à observer, hein, le fait est, hein, puisque bon, cette stratégie qui est assez opérante que jouent les Ukrainiens, la base de départ, c'est cette zone d'Odessa. Même les Sukhoi 24M qui portent les missiles Storm Shadow et Scalp, maintenant décollent le plus près possible en fait, de la Crimée pour éviter d'être repérés par la veille aérienne russe. Donc il doit en rester peut-être 4 ou 5, je pense, Sukhoi. Donc ils décollent de ces aérodromes et ensuite ils sont déplacés nuitamment. C'est pas beaucoup, 4 ou 5, non? Oui, mais ils n'en avaient pas beaucoup, hein. Justement, c'est tout le sujet, en fait. Les frappes par Storm Shadow et puis Scalp des Ukrainiens reposent sur un tout petit nombre de vecteurs. Il y a environ un mois, les Russes ont fait une frappe sur un aérodrome qui concentrait ces Sukhoi 24M. Après, il y a eu une pause dans les attaques par Storm Shadow et puis Scalp pendant environ un mois. Donc, ce que j'avais dit à Régis, justement, je lui ai dit, je pense que soit c'est neutralisé définitivement, soit temporairement, cette capacité avec ces vecteurs. Et là, ils ont repris les frappes, mais on voit que les frappes, elles sont pas faites avec la même densité qu'il y avait il y a un mois. Donc, je pense qu'il y a des vecteurs qui ont été détruits et que, justement, il est possible qu'ils les utilisent très près du front parce que je pense qu'ils chargent au maximum les vecteurs qui leur restent avec le maximum de missiles. Et qui ne partent pas pour rien, quoi. Bah, de toute façon, il y a des images de Sukhoi 24M ukrainiens qui volent vraiment très très bas. Et quand je dis très, très, très lourds? Non, c'est pour éviter le guet aérien russe. Parce que les Ukrainiens, dans leur stratégie sur la mer Noire et sur la Crimée, ils bénéficient quand même du renseignement des avions de l'OTAN et des drones de l'OTAN. Ils bénéficient des systèmes de frappe dans la profondeur de l'OTAN, puisque ces missiles-là, ils ne les avaient pas. Donc, si vous voulez, ils arrivent à décoller lorsqu'il y a un trou dans la défense aérienne en termes de veille aérienne russe. Parce que les Russes ont un souci avec leurs appareils de veille aérienne. Les Manstey, c'est l'équivalent des AWACS, hein. Et ils ont des problèmes de maintenance, donc ils ont des ruptures dans leur veille aérienne, et c'est ces avions qui permettent de détecter même des avions qui volent très très bas. D'accord. Et pour avoir ce renseignement-là, forcément, c'est du renseignement de guerre électronique, donc ça passe par du renseignement otanien, par les avions de l'OTAN qui volent en mer Noire. Alors, on voit quand même que la défense ukrainienne dépend quand même beaucoup de l'aide de l'OTAN, qu'elle soit militaire, qu'elle soit en armement, en renseignement, et elle semble s'étioler peu à peu. Je vous propose d'écouter très rapidement Éric Brunet de LCI, qui découvre visiblement l'état de l'OTAN. Maintenant, il faut que nous parlions d'un sujet qui est absolument incroyable, mais incroyable. Un officier supérieur de l'OTAN s'est exprimé et a dit, en gros, ben c'est vide, on n'a plus d'armes. Nous, l'OTAN, cette force internationale qui fait frissonner de peur Poutine et les Russes, eh bien l'OTAN vous annonce officiellement, monsieur Poutine, que nous n'avons plus d'armes, que nos arsenaux sont vides. Alors, quand on dit que la télévision est un spectacle, hein, c'est rien de le dire, hein. Toujours est-il que Éric Brunet faisait référence à l'amiral Rob Bauer, qui est président du comité militaire de l'OTAN, qui semblait en effet déplorer l'état des stocks de l'armement de l'OTAN et surtout sa faible capacité à produire. Que pensez-vous de tout cela ? En fait, c'est un affrontement, bien sûr, industriel aussi. C'est une guerre industrielle, une guerre d'attrition, avec deux complexes militaro-industriels qui participent à cette guerre.
Donc le complexe militaro-industriel ukrainien, il a été quand même largement amenuisé par les frappes russes, même s'il continue à préexister quand même, avec notamment la fabrique de drones et de certains missiles. Mais l'armée ukrainienne a besoin des matériels de l'OTAN et des munitions de l'OTAN. Alors, pour en venir au complexe militaro-industriel qui s'affronte, côté russe, on est vraiment dans un complexe militaro-industriel étatique. Donc, l'État, c'est un usager, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas un client. Et donc, on n'est pas dans une logique de profit ou de marge comme une entreprise privée. Ce qui fait que c'est un complexe militaro-industriel qui est résilient et qui peut se permettre d'avoir des chaînes dormantes, qui peut se permettre d'avoir des stocks énormes, hein, même de matériel qu'on peut considérer comme obsolète, mais qui vont rétrofiter pour les remettre au goût du jour. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font assez couramment, d'ailleurs. Ça fait rire, bien sûr. C'est pas les composantes de machines à laver Non, ça fait rire de l'autre côté, parce qu'ils sont des chars anciens, mais bon, pour ce qui se passe actuellement sur le front, un char rétrofité, c'est largement suffisant. Et puis, de l'autre côté, on a un complexe militaro-industriel qui n'est plus étatique, hein, qui est un consortium, des consortiums, des groupes privés, qui, eux, sont dans une logique de profit et de marge. Donc, pour eux, investir et produire, il faut qu'ils aient une assurance, tout simplement, sur la longue durée. Hein. Et donc, ils ont été taillés, eux, pour des opérations qui étaient des opérations de contre-insurrection et pas du tout pour une opération, pour un conflit de haute intensité comme celui auquel on assiste actuellement en Europe. Donc, d'un côté, un complexe militaro-industriel qui peut produire beaucoup, hein, qui est résilient, en fait, côté russe. Hein. Et d'un autre côté, un complexe militaro-industriel qui, en fait, produit de la haute technologie, mais en petite série. Et avec, bien sûr, des clients qui sont les États. Et ça, c'est quand même fondamental hein, comme approche. Hein. D'où la difficulté de passer sur des séries qui sont importantes en production, notamment sur les munitions. Les munitions sont vraiment un enjeu fondamental pour les Ukrainiens, puisqu'ils avaient avant une artillerie avec des calibres ex-soviétiques. Ils ont épuisé leur stock pour différentes raisons. Et maintenant, ils ont une partie de l'artillerie qui est sur des calibres occidentaux. Donc il faut que les Occidentaux soient en mesure de leur fournir les munitions. Des munitions au regard de la consommation de munitions qui est faite par les Ukrainiens sur le front. Mais pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que d'un côté, on a le complexe militaro-industriel russe, étatique, et de l'autre côté, le complexe militaro-industriel qui vient finalement d'entreprises privées occidentales. Oui, c'est ça, oui. Mais donc, les pays de l'Occident en question, typiquement les États-Unis, n'ont pas la main complète sur ces entreprises. Ils n'ont pas la main complète, ils ont la main sur les commandes, mais ce sont des entreprises qui réagissent comme toutes les entreprises. Hein. Mais Emmanuel Todd avait très bien analysé cet affrontement militaro-industriel, puisque c'est deux systèmes de production qui s'affrontent. C'est un système de production étatique d'un côté, un système de production privé. C'est assez marrant parce que c'est un peu la vision soviétique, entre guillemets, et la vision occidentale. Ouais, vous savez qu'en France, dans les années 70, notre complexe militaro-industriel avec le GIAT, notamment, a fonctionné comme ça. C'est une modification de notre système de production industrielle adapté au domaine militaire qui a fait qu'il s'est privatisé. Mais avant, ça fonctionnait comme ça en France. C'était des entreprises d'État. Alors là, on a évoqué l'Occident comme finalement pourvoyeur d'armes et de munitions à l'Ukraine. Mais est-ce que le complexe militaro-industriel russe, dont nous venons de parler, suffit à la consommation d'armes et d'artillerie et de munitions à la Russie? Est-ce que... Alors, je pense typiquement aux fameux drones iraniens, par exemple. Oui, alors, il y a des domaines où les Russes, par rapport aux Ukrainiens, avaient des retards. Hein, sur les drones, sur certains types de munitions. Donc, ils produisent énormément, les Russes, hein, puisqu'ils ont une production de munitions qui est 7 fois supérieure à celle de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est des sources otaniennes. Hein. Les prospectivistes pensaient qu'ils pourraient produire 1 million d'obus, enfin de munitions d'artillerie, et ils sont à 2 millions hein, de capacité de production. Donc c'est énorme. Alors pourquoi ils vont chercher des munitions ailleurs? Parce qu'on en revient à ce que je vous disais sur le... Et où? Oui. Ah oui, mais ça, après, où ça? Vous savez, hein, quand on est en guerre, hein, puis bon, de toute façon, on est quand même sur des régimes qui sont autoritaires, hein, qui ont toujours eu des relations entre eux. Alors, pourquoi ils vont en chercher ailleurs? Parce que je pense que
pour en revenir à ce que je vous disais, ils ne veulent pas basculer en économie de guerre. Et que pour eux, c'est plus simple d'aller chercher dans des pays où il y a ces stocks-là, les utiliser, les acheter ou faire des échanges, hein, puisqu'on peut imaginer que la Corée du Nord va bénéficier de technologies russes. Hein. C'est là où on voit d'ailleurs que la Corée du Sud aurait dû réfléchir avant de fournir des munitions à l'Ukraine. Je parle au plan géostratégique. Hein, bien sûr. Parce que là, pas du sentiment. Ça peut donner des capacités aux Coréens du Nord qui n'avaient pas, puisqu'il y avait quand même une forme d'embargo que respectait la Russie jusqu'à présent. Donc, il y a ce besoin en munitions, mais pour éviter justement de faire monter en puissance encore plus le fonctionnement du complexe militaire-industriel et que ça commence à envahir l'économie russe. C'est ça leur intérêt. C'est de cloisonner bien l'économie de guerre et l'économie réelle. Exactement. Pas se retrouver dans une situation de guerre presque totale sur le plan de l'économie. Ce qui ferait risquer justement le soutien du peuple. Mais bien sûr, puisque il y a encore des personnes qui ont connu l'ex-Union soviétique avec les pénuries, et je pense que les Russes sont très attachés à cette forme de prospérité qu'ils ont depuis, on va dire, le début des années 2000, qu'ils n'avaient pas avant. Comment voyez-vous la suite? Parce qu'on a parlé des armes là, de l'OTAN qui semblent se tarir, mais on a vu également ces dernières semaines, on va dire, un pied sur le frein du côté de Washington concernant les aides financières, cette fois à l'Ukraine. On voit aujourd'hui qu'on évite de peu, les États-Unis évitent de peu le shutdown, comme on dit, une forme de blocage institutionnel. Néanmoins, il y a eu un report de 45 jours pour voter les budgets. Avec ce report, il y a une suspension de l'aide à l'Ukraine à hauteur de 500 millions. On sait que Joe Biden, lui, aimerait beaucoup reprendre cette aide à l'Ukraine, mais en même temps, Joe Biden, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il ne peut plus grand-chose. Comment l'Ukraine peut-elle lutter si les États-Unis la lâchent? D'abord, je pense que c'est un peu prématuré de penser que les États-Unis vont lâcher l'Ukraine, parce qu'il y a quand même un affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Russie. Et puis, en ligne de mire, quand même, c'est pas une alliance, mais il y a une forme de connivence entre la Russie et la Chine, qui est quand même le challenger géopolitique des États-Unis. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là, même si il peut y avoir des difficultés pour les Ukrainiens vis-à-vis de l'aide que leur apportent les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver en termes d'hypothèses sur ce conflit? Vous avez 10 minutes. C'est assez présomptueux. La première hypothèse, c'est qu'il y a un des belligérants directs qui soit dans une situation où il a de victoire, c'est qu'il a atteint tout ou partie de ses objectifs. Donc les Ukrainiens reconquièrent toute une partie de leur territoire. Et ça, on peut d'ores et déjà penser qu'aujourd'hui, c'est pas très possible. En l'état, c'est compliqué. Hein. Ensuite, les Russes, qu'ils aient récupéré toute ou partie des oblasts qu'ils ont annexés. Là, encore faudrait-il après stabiliser des frontières. Exactement. Donc, à voir. Ensuite, il y a la solution où il y a épuisement des deux belligérants avec une situation de guerre larvée. Hein. Donc, ce qui se passe depuis 2014 dans le Donbass, hein, de toute manière. Hein. Bon, même s'il y avait des observateurs de l'OSCE, on a tendance à l'oublier, hein, qui comptaient les coups d'artillerie de chaque côté. Ensuite, il y a la paix négociée. Et donc, c'est un échange de territoire, peut-être contre une tranquillité. Là, la paix négociée, il faut qu'il y ait des intermédiaires crédibles entre les deux belligérants directs et des intermédiaires qui ne mettent pas de l'huile sur le feu, comme ça s'est passé au début du conflit lorsqu'il y a eu quelques tentatives de négociation, enfin des intermédiaires, des acteurs extérieurs. Ensuite, il y a la solution à la coréenne, c'est qu'il y a un armistice. Revenons, excusez-moi, mais arrêtons-nous plus longtemps sur cette question de paix négociée. Selon vous, selon quelles conditions elle pourrait être négociée? Parce que on imagine qu'il faut que tout le monde y gagne. On se demande bien aujourd'hui ce que Vladimir Poutine serait capable de céder à Volodymyr Zelensky. Ce qui pourrait céder, une forme de tranquillité. Oui. Et par contre, il faudrait que les Ukrainiens acceptent d'avoir perdu une part de leur territoire. De ne pas rentrer dans l'OTAN, de ne pas rentrer dans l'UE et d'arrêter de mentir à leur population pour ça.
Certainement, mais pas rentrer dans l'UE, peut-être pas. Même si derrière la rentrée dans l'UE, il y a évidemment des liens avec l'OTAN. Surtout qu'aujourd'hui, on voit que l'UE donne plus d'argent à l'Ukraine que les États-Unis. Oui, mais c'est là où la stratégie actuelle des Ukrainiens sur la Crimée est intéressante, parce qu'elle permet de contrebalancer les échecs terrestres par rapport aux attentes qu'ils avaient sur le front terrestre. Et ça pourrait devenir un élément de négociation, en fait, cette tranquillité sur la Crimée. De toute façon, quand ils vont se retrouver, s'ils se retrouvent en situation de négociation, il faudra que chacun des belligérants mange un petit peu son chapeau. Sinon, ce n'est pas possible. Après, est-ce que ça sera acceptable sur le plan sociétal en Ukraine et en Russie ? En Russie, bon, on est sur un régime qui, je pense, sera communiqué de manière à faire accepter la situation, à partir du moment où les républiques originelles séparatistes restent dans le giron russe. Côté ukrainien, si la population a des perspectives de développement économique et que surtout elle est usée par cette guerre, parce que quand même les destructions sont quand même importantes, et puis il y a énormément de morts, chez les combattants. Tout ça, c'est une perspective à gérer en interne, en fait. Et pour le gouvernement ukrainien en l'état, ça serait quand même difficile. Surtout que les cercles du pouvoir du gouvernement ukrainien sont énormément noyautés par des gens qui sont très nationalistes. Donc des gens qui sont vraiment des gens qui sont extrémistes. Donc ça sera difficile pour le président Zelensky, ou alors il faudra qu'il change totalement de son environnement politique. Voilà. Sauf si c'est son environnement politique qui le change. Il y a aussi cette perspective-là, bien sûr. Alors, à l'origine, le président Zelensky s'est fait élire sur un programme de paix avec le Donbass. Absolument. Et c'est justement les nationalistes qui lui ont mis la pression, voire l'ont menacé physiquement, de mort d'ailleurs. Les courants nationalistes, alors ils ne sont pas très présents en Ukraine, ces courants nationalistes ou ultranationalistes, avec des références un peu compliquées d'ailleurs. Et ils ne sont pas très présents, mais ils sont présents là où il faut être, en fait. Ils sont même au Canada. Oui. Non, mais ils sont présents dans l'appareil de sécurité de l'État, et notamment tous ces bataillons qui ont été raccrochés au ministère de l'Intérieur ukrainien, tous ces bataillons comme le bataillon Azov et d'autres. Ils sont très présents, le bataillon Safari par exemple, ils sont très présents. Donc ils ne sont pas nombreux, c'est vrai que sur le plan électoral ils ne représentent pas grand-chose, mais ils sont partout là où ça compte en fait. Donc c'est compliqué quand on a un environnement politique de proximité qui est comme ça. Donc voilà globalement les perspectives, soit la victoire d'un des belligérants, le conflit larvé, la paix négociée. Vous disiez tout à l'heure, s'il y a une paix, quels qu'en soient, on va dire, les détails, Vladimir Poutine saura la faire accepter, l'expliquer, j'allais dire, avec pédagogie, avec des guillemets, à sa population. On est là dans la question de la communication, voire même de la propagande de guerre. Depuis le début de ce conflit, on assiste quand même à un narratif, comme disent les médias, ou tout simplement un récit souvent tronqué, souvent biaisé, toujours plein d'intentions. Quel regard portez-vous justement sur cette façon de communiquer à propos de ce conflit? Et surtout, quelle importance ce récit revêt-il sur le terrain? A-t-il des conséquences sur le réel? D'abord, que les deux belligérants fassent de la propagande, c'est normal. Ils sont en guerre, donc on est dans un système de communication de guerre, donc ils font de la propagande, c'est normal. Ensuite, le traitement médiatique de la guerre ailleurs que chez les belligérants directs. On va commencer par chez nous. Chez nous, les grands médias, le traitement, on peut considérer qu'il est déséquilibré. Il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Le débat, on va le trouver, ou alors des intervenants disruptifs qui ont des avis différents de ceux qu'on attend sur les grands médias. On va les trouver sur des chaînes comme la vôtre, par exemple, les médias alternatifs. Ce qui n'est pas normal, puisque le plateau, il devrait y avoir un vrai débat. Par exemple, on voit souvent des Ukrainiennes qui, à juste titre, interviennent pour défendre la position de leur pays, mais on ne voit jamais des représentants du Donbass. Et je suis certain qu'il y a des représentants du Donbass en France qui pourraient également expliquer quelle est la situation. Parce qu'on parle bien sûr des populations ukrainiennes qui sont bombardées, et ça c'est une réalité, mais les populations du Donbass sont bombardées aussi depuis 2014. Et ça c'est aussi une réalité, mais qui est masquée. En fait, les gens du Donbass n'existent pas. C'est comme s'ils étaient des Ukrainiens sous le carcan russe. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr.
Donc ce traitement médiatique est orienté, donc d'une certaine manière, s'approche d'une forme de propagande ou de désinformation. C'est très binaire aussi, on a l'impression, oui. C'est le camp du bien, le camp du mal aussi. Oui, exactement. Alors c'est le propre des médias francophones essentiellement, parce que lorsqu'on s'intéresse aux médias anglo-saxons, notamment états-uniens, eh bien, il y a énormément de débats. De toute façon, les États-Unis, c'est un pays de débat, hein, on le voit très bien, hein, puisque ce qui s'est passé dernièrement au Congrès. Hein. Et donc, il y a ce débat qui existe aussi bien sur l'implication du pays dans le conflit que sur les opérations militaires. Lorsqu'on s'intéresse aux médias anglo-saxons des pays asiatiques, hein, il y a également ce débat-là, hein, que ce soit les médias indiens, les médias singapouriens. Donc il y a un traitement chez nous qui manque. En fait, il y a un déficit de débat, mais un déficit de débat rationnel, hein, avec sortir un peu de l'hystérisation du sujet, hein, et de l'émotion. Hein. Et on le voit très bien sur les plateaux TV, je ne vais pas citer les chaînes, hein, lorsque vous avez par hasard un expert ou quelque géopolitique ou militaire qui a un point de vue mesuré ou un petit peu différent de ce qu'on attend sur le plateau, on le revoit rarement. On le revoit rarement parce que justement, son point de vue a dérangé. Hein. Et il faut absolument chercher à avoir une analyse la plus rationnelle possible de ce qui se passe. Et sortir, même si je comprends qu'il y ait d'émotions, parce qu'évidemment, il y a des morts et puis des gens qui souffrent, mais sortir de cette approche comme ça, émotionnelle et hystérique surtout, pour chercher à comprendre ce qui se passe et éventuellement que les personnes imaginent des sorties de conflits. Alors, je parle les personnes qui sont en charge de responsabilité. Mais on a le sentiment aussi que, quelque part, la réalité du terrain n'est pas non plus retranscrite, parce que finalement, qu'on fasse des bons sentiments, qu'on se range du côté de l'Ukraine, qui est le pays agressé, etc., à la rigueur, je ne dis pas que c'est légitime qu'il n'y ait pas de débat, mais on peut le comprendre. Pour autant, offrir une vision du terrain aussi biaisée, c'est plus surprenant. Alors, d'abord, c'est lié à un fait, c'est que l'État ukrainien ne veut pas avoir de journalistes étrangers qui sont allés de l'autre côté. Et il y a une journaliste d'ailleurs de TF1, de LCI, c'est Lison Baudou, qui avait fait un reportage côté russe, qui a été interdite d'accès côté ukrainien sous peine de prison. Sous peine de prison, donc maintenant... c'est pareil, hein, il y a un nettoyage aussi des médias, hein, notamment de Google. C'est une affaire qui date d'à peu près 1 an. Quand vous recherchez cette affaire-là sur Google, vous n'allez pas la trouver. Vous ne la trouverez pas, cette affaire-là. Alors que c'est une réalité. Hein. Alors je ne sais pas si elle est sur le site Mirotvorets, qui permet de signaler les ennemis de l'Ukraine. Mais en tout cas, le fait est, elle ne peut plus... dont un officiel allemand, d'ailleurs, vient d'être, je crois, assassiné alors qu'il était sur ce fichier. Alors évidemment, on ne sait pas s'il y a un lien, mais... Ah oui, mais ça, c'est un sujet, par exemple, dont les médias ne parlent pas. Mirotvorets, c'est un sujet dont les médias ne parlent pas. Je crois que Jean-Luc Mélenchon y est. Oui, et puis d'autres personnalités politiques. Hein. Peut-être que Nicolas Sarkozy va y être bientôt. Oui, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc ce site Mirotvorets, qui est soi-disant un site associatif, non, c'est un site qui est piloté, bien sûr, pour mettre à l'index les ennemis de l'Ukraine et éventuellement... Ça fait un peu tête mise à prise, voilà, quand même. Hein. Avec des renseignements personnels et éventuellement souhaiter qu'il leur arrive malheur. Je m'arrête là. Donc ce traitement de l'information, il est difficile, puisque un journaliste ne peut pas passer d'un côté de l'autre. Et d'ailleurs, à l'époque de la guerre du Vietnam, moi j'étais jeune, j'avais 6 ans, et il y avait des journalistes qui passaient des deux côtés. Hein. Les grands reporters français, ils allaient du côté vietnamien, après ils allaient du côté américain. Là, c'est impossible. Donc c'est aussi difficile pour les rédactions d'avoir ce point de vue. Les seuls journalistes qui vont de l'autre côté, eh bien, ce sont donc des journalistes ou militants maintenant, hein, qui sont vraiment engagés, hein, ou des journalistes indépendants qui vont, quand je dis de l'autre côté russe, hein, mais il y a très très peu de grands médias. Mais quoi qu'il en soit, ils ne pourront pas retourner du côté ukrainien. Ah ben non, surtout pas eux, surtout s'ils sont militants. Non, mais le dernier journaliste, oui, c'était cette journaliste de LCI, de TF1. Donc c'est compliqué aussi de traiter le conflit comme ça en ne voyant qu'un côté. Et est-ce que ce récit qui est globalement que
les Ukrainiens, ce qui est vrai d'ailleurs, se battent valeureusement, etc., etc., mais avec une surestimation peut-être de la portée de cette fameuse contre-offensive dont on a parlé et reparlé et reparlé, de cette résilience à Bakhmout qui s'est finalement soldée quand même par un échec. Est-ce que finalement tout ça a une implication, une conséquence sur le terrain militaire? Alors, je pense qu'on est dans la guerre de l'information et que la désinformation est utilisée par les deux camps. Moi, je me suis beaucoup interrogé quand j'ai vu que les Ukrainiens attaquaient cette ligne de défense russe sans appui-feu, pas sans supériorité d'artillerie et sans surtout supériorité aérienne. Donc c'était quand même un coup assez risqué. Mais bon, alors même s'il y avait la pression derrière des Occidentaux pour le faire, comment ont-ils pu penser qu'ils allaient percer? Je pense que les Russes, en fait, font beaucoup de désinformation à l'intention des Ukrainiens pour faire croire qu'ils sont démoralisés, qu'ils n'ont pas de matériel. Vous savez, toutes les petites vidéos souvent que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est manipulé bien souvent. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un système défensif comme celui qu'ils ont mis en place sur la trouée de Zaporijjia et qu'ils sont en stratégie d'attrition, donc la stratégie d'attrition, c'est faire le plus de mal possible à l'adversaire. Leur intérêt, c'est pas que les autres restent sur leur position. Leur intérêt, c'est qu'ils cherchent à rentrer dans leur position. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, la meilleure façon de les amener à venir vous chercher, c'est de paraître faible. Oui, donc ça, c'est évident. Alors, il y a un dernier exemple qui pourrait laisser croire qu'il joue beaucoup sur la désinformation, c'est que lors de la dernière frappe du quartier général de la flotte de Sébastopol, il y a une semaine, tout de suite, les Ukrainiens ont sorti l'information selon laquelle l'amiral était mort et 35 officiers. Il y a eu, comme d'habitude, blackout des Russes. Et puis, les Ukrainiens ont continué à communiquer dessus. Et les médias occidentaux, surtout en France, ont continué à communiquer dessus. Et ensuite, les Russes ont refait sortir l'amiral à l'occasion d'une réunion et ensuite lui ont fait remettre des médailles. Il n'était donc pas mort. On peut penser que les Russes aient donné l'information par des... C'est ça la désinformation, c'est l'intoxication en fait. De manière à ce que les Ukrainiens qui font de l'hypercommunication entre guillemets, se décrédibilisent un peu là-dessus, et que les médias aussi, il y a des chaînes françaises qui ont eu du mal à rétropédaler sur ce sujet-là. Énormément. Parce qu'ils étaient presque à sabrer le champagne, sabrer le champagne sur le plateau. Non, donc, il faut voir cette guerre de l'information qui est très prégnante des deux côtés. Alors parfois, il y a des images qui ont pour but de démoraliser l'adversaire, il y a des deux côtés, et parfois il y a des images qui ont pour but de penser que nous sommes démoralisés et que vous pouvez attaquer, vous voyez. Et ça, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas comprendre, c'est une partie de l'explication en fait de cette offensive ukrainienne, je pense, au départ. Ils ont pensé que bien sûr les défenses étaient formidables, mais ils pensaient qu'en face, globalement, ça allait être comme à Kharkiv, que les Russes allaient partir en débâcle. Mais la situation de Kharkiv par rapport à celle de Zaporijjia n'est pas du tout la même. Kharkiv, il y avait très très peu d'effectifs. Le rapport des forces en faveur des Ukrainiens sur Kharkiv, sur l'offensive de septembre 2022, c'était 8 pour 1. C'est énorme. Les Russes en étaient même à mettre des mannequins dans les tranchées. Non, mais il faut se rendre compte. Mais parce qu'ils étaient à court d'effectifs. L'épée de Damoclès et le talon d'Achille de départ de cette opération militaire spéciale, c'est l'effectif. C'est le nombre de forces. C'est pour ça qu'ils ont été obligés, en catastrophe, de faire leur mobilisation partielle, certes chaotique, mais qui a quand même réussi, qui leur a permis de rétablir ce rapport des forces à équilibre. Maintenant, pour ça que je pense que l'hiver pourrait être rude pour la partie ukrainienne. C'est à voir, parce que les Russes, ils ont mobilisé, ils ont 350 000 volontaires, d'après leurs sources. Si ces volontaires viennent renforcer des unités de réserve opératives au nord et au sud, ils auront la capacité, éventuellement, de passer à l'offensive cet hiver. Alors, est-ce qu'ils le feront au nord ou au sud, ou sur les deux axes? Ça, je suis incapable de le dire. En tous les cas, dans une stratégie d'attrition, vous cherchez à affaiblir votre adversaire, dans la logique d'une stratégie d'attrition, et lorsque vous jugez que votre adversaire est suffisamment affaibli, vous passez à l'attaque. Donc, c'est tout ce que l'on peut dire sur ce plan de la désinformation. Mais bien sûr que ça a un effet. Alors, il y a la désinformation que l'on voit via les réseaux Telegram et ces petites vidéos, mais il y a aussi l'autre désinformation qui passe par les réseaux radio, par les leurres de guerre électronique.
lorsque les Russes ont traversé le Dniepr en novembre 2022, cette traversée rétrograde, hein, bon, le général Sourovikine a annoncé qu'ils allaient traverser, 3 jours après ils allaient traverser, faut pas se leurrer. Les Russes avaient traversé avant. Ceux qui ont traversé 3 jours après, ce sont les troupes de couverture. Ils avaient mis en place des leurres, justement. Des leurres avec des faux pontons pour que les Ukrainiens, éventuellement, bombardent les faux pontons. Non, c'est pour ça. Il faut, quand vous avez une armée comme l'armée russe, qui a été beaucoup décriée, de toute façon, il ne faut jamais dénigrer son adversaire et le sous-estimer. Et ça vaut pour tout le monde, d'ailleurs. Quand vous avez une armée russe qui fait cette traversée rétrograde du Dniepr, en conservant tous ces matériels lourds, face à un adversaire qui fait une pression sur le front, c'est une armée dont il faut se méfier sur le plan opératif, parce qu'ils sont capables de faire de grands mouvements. D'où, d'ailleurs, après, la stratégie que je vous ai expliquée sur Bakhmout. Bien sûr. Alors, sur le plan tactique, au départ, ils avaient certaines failles, notamment lorsqu'ils ont attaqué sur Kiev, hein, parce que bon, j'ai vu des vidéos en tant qu'ancien fantassin, il y avait des choses qui étaient un petit peu légères, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais sur le plan opératif, ils ont toujours eu cette capacité. Ils font souvent des grandes manœuvres, les Russes, avec beaucoup de personnel, des manœuvres avec 100 000 hommes. Donc ils ont des états-majors qui ont l'habitude de planifier des mouvements avec énormément de troupes. Et donc ces armées-là, ces états-majors-là, ils restent dangereux. Ils restent dangereux parce qu'ils ont cette capacité à planifier et à faire des manœuvres opératives comme le retrait de Kherson. Moi, je pense que le retrait de Kherson, ça a été un des tournants de la guerre, avec bien sûr la mobilisation partielle, parce qu'ils ont sauvé 20 000 troupes hein, qui étaient potentiellement en position difficile, hein, le dos au Dniepr, et c'était 20 000 soldats qui étaient des soldats d'élite. Hein. Il y avait des troupes aéroportées qu'ils ont pu ensuite repositionner justement sur la trouée, mais ils n'avaient pas encore le système défensif qu'ils ont construit pendant la bataille de Bakhmout. Si on assiste à une nouvelle stratégie ou à de nouvelles manœuvres dont vous avez évoqué les contours, notamment sur le front nord et le front sud, selon vous, c'est dans quel agenda ? Ce que je vous disais, c'est l'hiver. On attend l'automne et les pluies ? Oui, après l'automne, l'hiver ou peut-être au printemps. Mais il faut surveiller aussi, dans l'immédiat, dans les semaines qui arrivent, également le front de Kherson avec les Ukrainiens, les tentatives de franchissement qu'ils pourraient faire. Alors je ne sais pas s'ils pourront développer sur le plan opératif après, mais ils amassent des troupes. Donc est-ce que c'est un leurre ou est-ce qu'ils comptent vraiment franchir le Dniepr à cet endroit-là ? Ce sera en tout cas une entreprise risquée et dangereuse. Merci beaucoup Hervé Carès, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.